bonjour Catherine Belzung. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'université dans le domaine des neurosciences. Vous avez même été nommé professeur de classe exceptionnelle en 2011. Ça veut dire quoi by the way, classe exceptionnelle, c'est que votre cerveau a tellement réfléchi sur le cerveau qu'il il a doublé de volume. Je ne pense pas, je pense que c'est mes collègues qui c'est dû à la bienveillance probablement de mes collègues. Alors on va parler des neurosciences, on va parler du futur, parce que effectivement, et c'est tout le thème qu'on traite à travers le transhumanisme, enfin ce courant de pensée venu des États-Unis, on voit s'ouvrir à travers les neurosciences, les sciences cognitives, des possibilités considérables, l'intelligence artificielle, et ça pose des questions absolument incroyables. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Ça pose la question de est-ce qu'on pourra demain transposer notre conscience dans un ordinateur qui du coup pourra devenir éternel. Enfin, il y a même des films de science-fiction qui sortent sur le sujet, déjà depuis quelques années, etc. Donc c'est un domaine en pleine ébullition. Et la première question, c'est est-ce que, effectivement, vous croyez, comme certains chercheurs américains, qu'on puisse transposer la conscience, les émotions dans un ordinateur? Alors non, je pense nullement que ce soit possible, puisque ça voudrait dire qu'on puisse réduire la conscience à quelque chose de très simple, de modélisable mathématiquement. Or, je pense que c'est un phénomène complexe qui requiert, premièrement, de l'ensemble du sujet, y compris de ressentir quelque chose qui se passe dans le corps. Donc déjà, un système qui n'a pas de corps, mais qui est juste une puce ou un cloud, je pense, ne peut pas avoir de conscience. Toujours est-il que d'ailleurs, en plus, on ne sait toujours pas ce que c'est que la conscience. On sait ce que c'est qu'un algorithme pour faire fonctionner un ordinateur et rendre cet ordinateur intelligent. Mais ça ne veut pas dire que cet ordinateur est conscient, ni même qu'il a des émotions. Il peut faire semblant d'avoir des émotions, mais il n'a ni conscience ni émotion. Ah oui, probablement. C'est-à-dire, il peut vous donner l'impression d'en avoir, puisque ce qui est assez facile, c'est-à-dire, j'ai déjà vu des photos de robots qui sourient, qui parlent gentiment, etc. Donc, ils sont tout à fait capables d'imiter des émotions, ça c'est certain, mais ils ne ressentent rien. Derrière, il y a un vide. Mais imaginez qu'un jour, le robot en face de vous dise ben moi, je suis conscient, j'ai des émotions. Et si vous lui dites non, c'est pas vrai, il dira ben, prouve-le-moi. C'est vrai qu'il y a... Comment pourra-t-on discriminer entre la simulation et la réalité? Oui, puis on l'a vu dans l'émission de radio. En plus, effectivement, j'ai été étonné déjà comme ce qui a été traité dans l'émission de radio qui précédait cette émission de télévision. Effectivement, nous sommes chacun d'entre nous, extraordinaires, surtout les intellectuels, attachés à notre ordinateur. L'ordinateur, lui, n'est pas attaché à nous, mais nous, moi je sais que quand mon ordinateur tombe en panne, c'est quasiment... C'est une trahison. Donc on est très vite attaché. On voit des petits robots ou des petits chiens en peluche animés et on se dit mais c'est terrible parce qu'on est déjà prêt à pleurer au bout de 5 minutes tellement on est attaché à eux, tellement ils sont sympathiques, etc. Oui, il y a des expériences qui ont été menées avec des robots extrêmement simples. Ça s'appelait, je pense, les architectures de Breitenberg. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes, c'est-à-dire ces objets, ils savent juste avancer, reculer, et la manière dont les personnes interprètent le comportement de ces robots qui ont juste genre 2-3 neurones artificiels, c'est ils aiment pas, ils ont peur, ils n'ont pas peur. Enfin, donc en fait, les gens font une interprétation de leur comportement, en fait. C'est une projection en fait. Et ça, c'est très difficile déjà de s'en rendre compte. Oui, on voit des gens qui se comportent avec des petits chiens comme ils se comporteraient avec un enfant. Mais effectivement, on peut imaginer qu'il se passe la même chose avec un robot pour peu qu'il ait un comportement un tout petit peu affectif ou que sais-je. Ça peut déclencher effectivement un attachement du même ordre. Oui, ce sont des comportements parfaitement anthropomorphiques.
où les personnes, effectivement, s'imaginent que l'autre est comme eux. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver aussi, comme déjà des acteurs du transhumanisme le souhaitent, à manipuler nos émotions? Je vous lis une citation que j'ai trouvée dans la revue 01net, qui est une revue d'informatique et de grand public. Et donc c'est Marc Roux, qui est président de l'Association française transhumaniste, qui dit la chose suivante. La propension à l'agressivité était très utile aux premiers hommes, mais si on pouvait la réduire, sans la faire totalement disparaître, notre société en tirerait un sacré bénéfice. Les neuroscientifiques feraient bien de plancher là-dessus. Donc on a quelqu'un ici qui dit, finalement, qui en appelle aux neuroscientifiques, donc aux personnes un peu de votre domaine, pour dire, finalement, il faudrait que vous voyez comment on pourrait modifier ou réguler ou transformer les émotions humaines pour le plus grand bien de la société. Comment vous réagissez par rapport à une phrase de ce genre? Alors, disons, les neurobiologistes comme moi, effectivement, nous avons comme idée que peut-être il pourrait être utile de contrecarrer des comportements pathologiques, et nous nous appliquons donc déjà à essayer de modifier des comportements. Mais ce que nous essayons de modifier, ce sont des comportements pathologiques, c'est-à-dire qui causent une souffrance à la personne qui la vit. Et c'est dans ce cadre très strict que nous essayons de modifier le comportement. Par contre, nous n'essayons pas de modifier le comportement de choses qui nous semblent relever de la normalité, du comportement adaptatif, comme c'est le cas, par exemple, avec l'exemple de l'agressivité. Parce qu'une certaine forme d'agressivité, l'agressivité, je pense qu'en soi, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste quelque chose qu'il faut canaliser dans la bonne direction. Évidemment, l'agressivité dirigée contre autrui est, on va dire, mauvaise, entre guillemets, mais elle peut avoir du bon quand elle vise à ce que les gens se dépassent eux-mêmes, aillent au-delà de, comment dirais-je, de leur faiblesse, etc. Donc, voilà, nous, notre réponse serait que ce qui nous intéresse, c'est effectivement de modifier les comportements, mais s'ils sont pathologiques. Et en même temps, c'est intéressant parce que vous disiez que vous étiez passé au départ par l'histoire de l'art. On sait bien aussi qu'il y a de grands artistes dont on peut se demander s'ils auraient été aussi créatifs si on leur avait supprimé leur pathologie. Oui, parce que en même temps, ça reflète un petit peu une espèce de désir de normalisation de notre monde, où tous les œufs doivent avoir la même taille pour rentrer dans les boîtes à œufs. Enfin, je veux dire... Et il y a une espèce de prévisibilité, finalement, où quelque part on transformerait presque les hommes en ordinateurs, en machines, qui seraient absolument prévisibles. Alors que, justement, cette variabilité, cette hétérogénéité, comment dirais-je, elle est en quelque sorte... en tout cas d'après les biologistes, d'après les personnes qui font de la biologie de l'évolution, c'est bien parce que dans une population donnée d'animaux ou d'êtres humains, il y a une grande hétérogénéité que la population peut s'adapter dans le cas où les conditions sont changeantes. Parce qu'un comportement homogène peut être adapté dans des conditions extrêmement strictes, mais si ces conditions-là changent, cette population ne sera plus du tout adaptée. Au fond, pour reprendre une image, c'est peut-être la différence qu'il y a entre une Formule 1 et un tout-terrain. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut peut-être désigner un être humain qui sera parfaitement adapté à une société développée comme la nôtre, où finalement tout est pensé en termes de performance. Voilà, il sera adapté à la piste de Formule 1, mais si vous lui mettez un terrain instable au Formule 1, enfin je ne connais pas beaucoup en Formule 1, mais je pense que ça ne va pas trop marcher. Mais parce qu'au fond, derrière la demande aussi de Marc Roux, là, le président de l'association transhumaniste française, il y a aussi ce que disent certains transhumanistes, c'est que bientôt on pourra se greffer, par exemple, des puces qui pourront soit nous permettre de réguler nous-mêmes nos émotions, soit même, encore mieux, d'être régulés par des logiciels qui seraient situés on ne sait pas où, dans le nuage, dans le cloud, en fonction de paramètres sur lesquels nous n'aurions même pas prise. Parce que pour revenir tout à l'heure, quand vous disiez vous parliez du pathologique,
Encore faut-il qu'il y ait un accord sur ce qui est pathologie, ce qui ne l'est pas. Mais ça, finalement, on pourrait très bien imaginer que ce qui est considéré comme non pathologique aujourd'hui, faisant partie d'une saine diversité, soit considéré comme pathologique, juste pour reprendre l'image, par rapport à l'image de la Formule 1, hein, par rapport au modèle de la Formule 1. Donc ça suppose derrière qu'on ait un accord, mais aujourd'hui, finalement, nous faisons confiance aux neurobiologistes et aux médecins pour définir ce qui est pathologique ou pas. Mais si on a, vous imaginez aujourd'hui, si on arrive à faire un système de puces comme les transhumanistes en rêvent, où finalement le pouvoir ne serait plus aux hommes de science, mais à ceux qui conçoivent finalement les programmes qu'on met dans les ordinateurs, on arriverait à une société de Big Brother, quoi. Hein, où ce serait le bonheur pour tous, mais bonheur où tous les gens seraient passifs par rapport à ce qu'on leur imposerait. Alors effectivement, actuellement, il existe, en tout cas à des fins de recherche, des systèmes qui permettent tout à fait de manipuler le comportement d'un animal. Hein, c'est-à-dire, on peut implanter dans l'animal un système qui fait que cet animal, tout à coup, devient agressif, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le devienne. Donc, on peut effectivement manipuler le comportement. Mais c'est pas pour autant qu'on manipule l'expérience subjective, la conscience du sujet. Ça, c'est tout à fait autre chose. Puisque pour pouvoir manipuler ça, effectivement, il faudrait que ça puisse être réduit à une trace cérébrale. Puisque ce que nous pouvons manipuler, nous, neurobiologistes, c'est un système cérébral. On ne manipule pas un concept. Enfin, souvent on fait la confusion d'ailleurs, mais nous manipulons des entités biologiques, et donc je peux manipuler la zone X, Y et Z du cerveau, mais je ne peux pas manipuler le sentiment de soi, ou je ne sais quoi, enfin je veux dire... Alors ça va être notre prochaine vidéo où on va traiter... le sujet et l'objet, parce que je crois que ce sujet-là nous intéresse beaucoup, cet objet-là nous intéresse aussi beaucoup. Donc, juste pour terminer, pour revenir sur ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'au fond, vous pensez que les transhumanistes pêchent par réductionnisme? Ah, je pense qu'ils pêchent par réductionnisme, effectivement. On va aborder ce sujet... Oui, l'un va avec l'autre. Oui. On va aborder ce sujet dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à tout de suite, Catherine. Merci.